Je voudrais revenir sur cette affaire Sarah Halimi. Vous savez, cette femme médecin tuée par un certain monsieur Traoré et au nom d'Allahu Akbar, défenestrée dans le 11e, dans son appartement. La police étant dans l'immeuble et n'intervenant pas. Et surtout la justice, trouvant que cet homme s'étant un peu shooté, et même beaucoup shooté au cannabis avant l'acte, était irresponsable au moment de l'acte, et on ne juge pas des gens irresponsables au moment de l'acte. J'avais déjà dit que c'était que les juges rataient une occasion de justice et de vérité, parce que dans cette affaire, il y avait deux folies. Une, c'est de vouloir tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas votre religion. L'autre, c'est l'état de folie où vous met une surdose de cannabis qui vous permet de faire cet acte. Et c'est dommage que la justice, au lieu d'étudier l'interaction entre ces deux folies, les ait écrasées l'une par l'autre, ou plutôt ait écrasé la folie principale qui est de tuer quelqu'un parce que sa religion maudit la vôtre, comme c'est le cas, et elle a écrasé par la folie du cannabis, folie très, très ponctuelle. Or, cette première folie qui est de tuer quelqu'un pour sa religion, pour son identité, ce qui est la violation ultime du droit humain d'exister comme on est, avec son identité, sa religion, sa croyance, sa non-croyance. Et cette folie, dans le cas de ce monsieur, elle est double. Il y a le désir de tuer quelqu'un qui n'a pas la bonne religion, mais il y a la drogue religieuse qui vient s'y ajouter. C'est l'appel religieux à commettre cet acte. Cet appel religieux existe évidemment dans le texte sacré de sa religion à lui. Évidemment, cet appel à frapper l'infidèle, à vaincre l'infidèle, à le tuer, si on peut, cet appel au djihad n'est pas entendu et suivi par la plupart des musulmans. Et même je dirais que l'immense majorité des musulmans de France ou d'Europe n'ont aucune envie de se lancer dans le djihad, contrairement à ce que croit M. Zemmour, et n'ont aucune envie de l'encourager, parce que ça dérangerait quelque chose qui fait sens pour eux, à savoir un certain bien-être dans le pays où ils se trouvent, la France, un bien-être qui n'a rien de commun avec le mode d'être dans leur pays initial, dans leur pays d'origine. Il vaut infiniment mieux pour un musulman ouvert de vivre en Europe que dans un de ces pays globalement totalitaires. Donc, ce monsieur avait une conviction, c'est que les Juifs sont des gens à combattre. Il avait une drogue sacrée qui vient de sa lecture littérale du texte, qui le dope, qui le pousse à faire cet acte, et il avait une deuxième drogue d'appoint
qui est le cannabis. Et il faut quand même dire que si la majorité des musulmans n'ont aucune envie d'aller au djihad ou de soutenir le djihad, une bonne partie d'entre eux n'ont aucune envie de dénoncer le lien entre ce désir de djihad et la religion. Et c'est ce lien précisément dont la doxa en France, et la justice représente la doxa, et dont la doxa ne veut pas entendre parler. La justice a fait un acte fou qui est de rassembler tout cet événement, de le mettre dans le sac du cannabis, de dire qu'on ne peut pas le juger, pour n'avoir pas sur les bras un procès où serait évoqué, peut-être même analysé, peut-être même critiqué, ce lien entre religion et appel au meurtre, appel à la guerre sainte. Et donc, pour n'avoir pas à aborder ce sujet gênant, brûlant, eh bien, on a préféré tout emballer dans ce sac du cannabis et considérer que il y a rien à voir, rien à savoir. Il paraît même que une commission parlementaire a été mise en place pour examiner les éventuels dysfonctionnements et qu'elle n'en a trouvé aucun. Et c'est logique. Si elle en trouve un, on tirerait ce bout de ficelle et on arriverait à tout le paquet. L'ennui, c'est que tout ça est très contradictoire parce que finalement, ce bonhomme qui est en hôpital psychiatrique et dont il sort et il fait des allers-retours, il y rentre, il ressort, il va qu'à ses occupations. Finalement, il est condamné à la folie à vie. Et il ne faut pas qu'il cesse d'être fou. Mais on ne sait plus de quelle folie il relève. Est-ce que c'est de la folie de sa prise de cannabis, une folie dont on sait qu'elle n'est pas perpétuelle, c'est une bouffée délirante qui passe? Ou est-ce que c'est de la folie, entre guillemets, de vouloir tuer un ennemi d'Allah? Et du coup, est-ce que c'est une folie? Parce que c'est quand même écrit dans les textes que c'est recommandé pour les plus zélés. Admettons que ce soit une folie, mais alors il doit endosser cette folie perpétuellement. Donc il serait enfermé pour une folie inavouable, celle d'être un adepte de la guerre sainte, d'être un adepte des fondements de sa religion, des fondements, des racines, d'être un radical. Il serait donc condamné à cette folie perpétuellement, alors qu'il ne la vit pas comme une folie, que d'ailleurs la plupart ne la vivent pas comme une folie. C'est peut-être son passage à l'acte, le passage à l'acte de ce précepte sacré qui est vécu comme une folie dans le contexte de la France actuelle. Il ne l'est pas dans d'autres pays où le djihad est fait, accompli. C'est un djihad qui a donné l'indépendance à l'Algérie, indépendance tout à fait honorable, louable, peu importe ce qu'elle devient ensuite. Donc, voilà une contradiction énorme.
ce type est épinglé fou pour la vie, alors qu'il n'est pas fou ou qu'il endosse quelque chose qui n'est pas une folie. La folie, c'est l'acte. Donc il serait puni à vie pour folie à cause d'un acte dont la motivation n'est pas folle et même honorable, mais dont la mise en pratique, dont l'exécution est folle. C'est un décalage logique important dont je ne sais pas ce que la justice peut faire. Mais il faut dire que avec notre bonne gestion du Covid, on est maintenant très habitué aux contradictions internes du système. Et je pense que c'en est une qui relève de la même logique systémique. Il faut maintenir une certaine cohérence du vivre ensemble. Donc, il ne faut pas évoquer la faille de ce vivre ensemble, qui n'est rien de moins que des programmes haineux qui peuvent se monnayer sous d'autres formes que le meurtre. Voilà. Et comment fonctionnera, continuera à fonctionner ce silence, on le verra bien par la suite. Ça a tout de même une conséquence sur la pensée qui circule, sur la réflexion. L'autre soir, j'ai participé à un petit colloque justement sur l'affaire Sarah Halimi, et j'ai constaté qu'on répétait la même chose qu'on répète depuis son meurtre, et en un sens même depuis avant, à l'occasion d'autres attentats, à savoir qu'on tournait autour du fait qu'il n'est pas question d'évoquer ces liens entre on dit l'idéologie, en fait la religion, avec, disons, une hostilité aux autres, à ceux qui n'en sont pas, aux mécréants, etc. Et je dirais que ça abaisse le niveau de la pensée. C'est-à-dire que, pareil d'ailleurs pour le Covid, si un principe en plus béni par la science aligne tout le monde sur le même phénomène, à savoir surtout protéger les salles de réanimation, pas question de les augmenter, alors ça appauvrit beaucoup la discussion. Et là, ça appauvrit la pensée, ça scotche les gens qui veulent s'interroger, se questionner, chercher un peu plus, ça les scotche au même point de silence. C'est de cette manière que une censure autoritaire n'aiguise pas tellement l'esprit critique des citoyens, elle les scotche à ce point de silence qui leur est imposé, et ils prennent pour une victoire le fait de pouvoir quand même en parler un petit peu en petit comité, mais ça ne décolle pas vers une pensée signifiante qui peut être reprise par d'autres. Si je compare avec la gestion du Covid, c'est sous le signe d'une idée qui m'a impressionné, c'est que c'est interdit d'évoquer les liens entre une religion et son rapport à l'autre, en l'occurrence la guerre sainte. Ça met tout un discours social sous le signe de ce même principe, de ce silence, de cette censure, et au nom d'un bien-être général. Et dans la gestion du Covid, le principe général, c'est traiter tout le corps social comme un seul corps, potentiellement malade, donc malade, pour ne pas encombrer les salles de réanimation. Ça fait
bizarre de dire que des peuples entiers sont gérés comme un seul bloc, sont mis au rythme des salles de réanimation qu'on aurait pu doubler, tripler, et bref, on aurait pu agir sur la réception des malades plus énergiquement qu'on a fait, alors qu'on a, paraît-il, même fermé des lits en plein Covid. Donc, c'est très systémique, c'est très typique des gestions systémiques de mettre tout le monde dans le même sac et d'imposer un principe à tous, sans évidemment demander l'avis de personne. Ça module la vie quotidienne, la liberté de parole et la liberté des corps d'une façon drastique, invisible, qui finalement, le renoncement étant très avancé sur l'exigence de liberté, qui finalement ne gêne pas grand monde. Tout le monde semble s'en accommoder.